L'Anduin, le grand fleuve qui partage la terre du milieu en deux. Il coule à l'est des monts Brumeux, et la communauté de l'anneau le suivra des bois de la Lothlorienne jusqu'à sa dissolution aux abords des chutes de Rabros. L'Anduin devient alors réellement digne de son nom. Il récolte quasiment toutes les eaux du Rhovanion, à l'est des monts Brumeux et à l'ouest des montagnes cendrées. Il marque la limite entre le Gondor sur sa rive droite et les terres contrôlées par Sauron sur sa rive gauche. Puis, après avoir traversé la cité d'Osgiliath, il se jette dans la mer par un vaste delta. Pour les films, Peter Jackson et son équipe ont fait jouer l'Anduin par la rivière Waiau. D'ailleurs, une proposition a été déposée en 2009 devant le Parlement néo-zélandais pour renommer une partie de la rivière Anduin. Bon, au final, la proposition a été rejetée. Et franchement, on peut peut-être se dire que c'est pas une mauvaise chose que ce bulldozer culturel qu'est le Seigneur des Anneaux n'ait pas effacé un nom traditionnel maori. Déjà qu'ils ont cassé le droit du travail pour le tournage du Hobbit, hein? Ce fleuve de fiction excite l'imagination. Mais moi, je ne peux m'empêcher de me poser une question. Est-ce qu'il existe un équivalent réel à l'Anduin? Est-ce que Tolkien s'est inspiré d'un ou plusieurs cours d'eau réels pour créer le sien? Je vous vois venir, les Tolkienophiles. Oui, Papy a dit qu'il détestait cordialement les allégories. Il n'empêche qu'il a créé son œuvre dans un contexte, et que ce contexte a forcément influencé, de manière consciente ou non, l'œuvre qu'il a créée. Donc ici, on va se demander quel est l'équivalent réel de l'Anduin. Comme toujours avec Tolkien, on va commencer en Angleterre. Quand on pense fleuve anglais, on pense à la Tamise, le fleuve anglais le plus long. Mais étonnamment, pas le fleuve le plus long du Royaume-Uni, celui-ci étant la Séverne. Mais bon, Tolkien n'aimait pas trop le concept de Royaume-Uni, donc on va rester sur la Tamise. Les plus grosses ressemblances avec l'Anduin sont sur la partie gondorienne du fleuve. Peter Jackson et ses équipes ont représenté Osgiliath d'une façon qui rappelle pas mal Londres pendant le Blitz. Et la Tamise est aussi un fleuve très large, avec un seul pont en aval de Londres. Mais bon, difficile de pousser la comparaison plus loin. Les pirates d'Umbar qui remontent le fleuve pour attaquer Minas Tirith, la destruction des ponts au-dessus d'Osgiliath. Tout ça me fait penser aux Normands qui remontent la Seine entre 841 et 911, avec les Parisiens qui vont détruire les ponts, etc. Mais encore une fois, c'est assez capillotracté. Sinon, comme le Gondor ressemble pas mal à une civilisation méditerranéenne, on peut penser aux fleuves italiens comme le Pô ou le Tibre. Là, ça ne marche vraiment pas. Ils sont clairement trop petits pour être comparés à l'Anduin, en plus ils traversent assez peu de paysages. Donc, on va continuer nos recherches sur d'autres continents. Et ça tombe bien, il existe au moins un autre fleuve important et très connu des civilisations occidentales, le Nil. Le Nil est un des 2 candidats au titre de fleuve le plus long du monde. Ouais, c'est compliqué. Si vous vous débrouillez en anglais, je vous recommande la vidéo d'Atlas Pro sur le sujet. Mais en vrai, le Nil ne ressemble pas trop à l'Anduin. Il n'a qu'une seule confluence majeure, celle entre le Nil bleu qui coule depuis les hauteurs d'Éthiopie et le Nil blanc qui trouve sa source dans le lac Victoria, appelé lac Nyanza ou lac Ukerewe par les natifs, le plus grand lac d'Afrique. Évidemment, vu la localisation, les climats traversés par le fleuve ne ressemblent pas à la terre du milieu. Le Nil bleu prend sa source dans des montagnes semi-arides, le Nil blanc dans un lac au niveau de l'équateur. Puis le fleuve traverse le plus grand désert du monde, y créant au passage l'une des seules zones fertiles du Sahara. Bon, il semble aussi que Tolkien ne s'intéressait pas trop au continent africain, même s'il y est né. Pourtant, on y trouve des exemples fascinants. Le fleuve Niger se sépare, quelques kilomètres avant la ville de Tombouctou, en un delta intérieur qui fertilise toute une zone du Sahara. Sur une carte, je ne peux m'empêcher de trouver que ça rappelle les bouches de l'Entaluve, la rivière qui, chez Tolkien, trouve sa source dans les hauteurs de la forêt de Fangorn et se jette dans l'Anduin par un vaste delta qui crée une zone humide au milieu des plaines de Rohan. Et puis, je me sentais obligé de parler du fleuve Okavango. Ce fleuve trouve sa source en Angola, puis coule sur près de 1800 km avant de se jeter dans le désert du Kalahari. L'Okavango est ce qu'on appelle un fleuve endoréique, c'est-à-dire qu'il ne rejoint jamais la mer et se termine par le 2e plus grand delta intérieur du monde, le premier étant celui du Niger dont on vient de parler. Ces eaux se déversent au milieu du désert, créant ici aussi une vaste zone humide, source de biodiversité et de nombreuses cultures humaines. Même s'il est clair que Toto ne s'est pas inspiré de ces fleuves africains pour son Anduin, c'est aussi drôle de voir à quel point la réalité rejoint la fiction. Mais bon, si on veut trouver un équivalent réel à l'Anduin, on va encore devoir changer de continent et aborder d'autres fleuves avec un grand bassin versant.
Et c'est là qu'intervient l'Amazone. Bon, commençons par quelques données. Si le titre de fleuve le plus long du monde est contesté, encore une fois, allez voir la vidéo d'Atlas Pro, l'Amazone est le fleuve de tous les records. Déjà, au niveau du débit, il éclate tous ses concurrents. C'est pas compliqué, l'Amazone a un débit plus grand que tous les autres fleuves du top 10 réunis. Sachant que ce top 10 contient le Congo, le Yangtze, le Rio de la Plata, le Mississippi, le Brahmaputra. À ces 5-là, on peut encore ajouter le Mekong, le Gange, l'Amour et tous les fleuves dont on a déjà parlé dans cette vidéo. Ce débit est si ridiculement élevé qu'il représente à lui seul 1/5 des apports d'eau douce des océans de la planète. L'Amazone a aussi le plus grand bassin versant du monde, qui recouvre la moitié d'un continent, 40% de l'Amérique du Sud, ce qui correspond à 1,5 fois la surface de l'Union européenne. Le deuxième plus grand bassin versant du monde, celui du Congo, est plus d'1,5 fois plus petit. L'Amazone est si large qu'il n'existe aucun pont pour le traverser. Et pour cause, entre sa largeur, qui lui vaut le surnom de fleuve-mer, et son cours impétueux qui n'arrête pas de changer, l'entreprise paraît très ardue. Et d'ailleurs, si on compare aux autres grands fleuves, l'Amazone est très peu urbanisée, donc ça ne vaudrait même pas le coup. Il ne traverse qu'un seul biotope, une fois descendu des Andes, bien sûr, la plus grande forêt du monde, qui est nommée d'après lui. L'Amazone est vraiment un fleuve sauvage, un obstacle naturel. Et c'est bien son seul point commun avec l'Anduin. Car une fois encore, le climat ne colle pas vraiment. Pour trouver un fleuve qui commence à ressembler un peu à un équivalent réel de l'Anduin, il faut encore changer de continent et regarder le Mississippi. Déjà, comme pour l'Anduin, son nom signifie grand fleuve dans la langue des natifs Ojibwe. Comme l'Anduin, le Mississippi dispose d'un immense bassin versant, le troisième après ceux de l'Amazone et du Congo, grand comme 6 fois la France métropolitaine et qui occupe 1/3 des États-Unis. Il se termine également en un grand delta. Et surtout, il traverse des régions très habitées, est au cœur d'une civilisation prospère et, même si les climats ne correspondent pas vraiment à ce qu'on trouve chez Tolkien, les deux fleuves ont en commun de traverser des paysages très variés, de la forêt de pins aux plaines herbeuses du Gondor pour l'un, des hauts plateaux du Minnesota aux bayous de la Louisiane pour l'autre. Mais, soyons honnêtes, Tolkien ne s'intéressait que très peu au continent américain, donc je tords un peu la réalité pour arriver à cette conclusion. L'Anduin n'a pas d'équivalent réel. C'est un fleuve de pure fiction, que Tolkien a mis là parce que les grandes civilisations se développent souvent sur les abords des fleuves et que c'est un moyen de faire avancer rapidement la communauté. Mais ce qui est drôle, c'est que sur le coup, la réalité est encore plus dingue que la fiction. L'Amazone, surnommée le fleuve mer, qui est littéralement intraversable, le Mississippi avec son immense delta, le Niger avec son delta intérieur, l'Okavango qui se jette en plein désert, et bien sûr le Nil avec ses sources qui sont restées mystérieuses jusque si tard dans l'histoire. Bon, à la base, j'étais censé conclure cette vidéo en disant qu'il n'existait pas d'équivalent réel à l'Anduin. Mais si vous êtes attentif, vous aurez peut-être remarqué que j'ai omis de citer un fleuve très important, et pour cause. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que le Danube est l'Anduin du monde réel. Ok, accrochez-vous parce qu'en fait là, ça colle tellement bien que c'est dur de pas se dire que Tolkien a juste copié-collé les caractéristiques du Danube. Pour commencer, le Danube dispose d'un immense bassin versant, l'un des plus grands en Europe, et sa longueur est à peu de choses près la même que celle de l'Anduin. 2234 km pour l'Anduin, 2850 pour le Danube. Les deux traversent la Forêt Noire, même si l'une se trouve au nord du Rovanion et l'autre entre l'Allemagne et l'Autriche. Ils traversent également de nombreux paysages, même si on peut noter une petite différence. L'Anduin coule nord-sud et traverse donc plein de climats différents. Le Danube, avec son cours ouest-est, reste plus ou moins à la même latitude. Mais on a tout de même des ressemblances troublantes. Le Danube serpente à un moment dans une région nommée les Portes de Fer, qui me rappelle personnellement les rapides de Sarngebir, puis l'Argonath et Tolbrandir. Les Portes de Fer marquent la limite entre les Carpates au nord et les Balkans au sud, comme Tolbrandir qui marque clairement une limite entre l'Emin-Muil sur sa rive gauche et le Rohan sur sa rive droite. Pour une comparaison littéraire, écoutez comment Jules Verne parle des Portes de Fer et constatez par vous-même à quel point ça ressemble aux descriptions que Tolkien fait de Sarngebir.
Les portes de fer, ce défilé fameux bordé de murailles verticales de 400 mètres où le Danube se précipite et se brise avec fureur contre les blocs dont son lit est semé. Il pouvait entendre le fleuve se précipiter et écumer sur les saillies aiguës et les dents pierreuses du Sarngebir, mais il ne le voyait pas. Niveau histoire aussi, on a des choses à dire. Dans l'Antiquité, le Danube marquait la limite entre l'Empire romain et le Barbarium. Et par un parallèle troublant, l'Anduin marque la limite entre le Gondor, qu'on peut considérer comme d'inspiration antique romaine, et les terres sans loi de Lithilienne qui sont plus ou moins contrôlées par Sauron. Même les rives correspondent puisqu'on a la rive droite qui correspond à la civilisation et la rive gauche qui correspond à la barbarie. Et enfin, après avoir débuté dans des terres sauvages, avoir traversé des rapides mythiques, les deux fleuves vont aussi traverser une cité capitale et historique. Bon là je triche un peu parce que le Danube en traverse plusieurs, dont bien évidemment Vienne, assez tôt sur son parcours, mais aussi Bratislava en Slovaquie, Budapest en Roumanie et Belgrade en Hongrie. L'Anduin, lui, ne traverse qu'Osgiliath, est beaucoup plus près de son embouchure que de sa source, et on a déjà vu tous les parallèles qu'on peut faire entre cette cité imaginaire et Londres. Même si en vrai ça ressemble à beaucoup de grandes villes construites sur des fleuves. Et au final, les deux fleuves se jettent dans la mer par un grand delta. Celui de l'Anduin est considéré par Tolkien comme étant situé à la latitude de l'ancienne Troie environ. Cette ville mythique de l'Antiquité était supposément située en Asie mineure, c'est-à-dire sans doute pas loin de la mer Noire, dans laquelle se jette le Danube. Même linguistiquement, il semblerait que le Danube ait une parenté assez proche du Danube. C'est pas sûr, j'ai eu du mal à trouver des sources, mais je me disais que c'était quand même assez intéressant de le signaler. Alors ok, comme il l'a dit, Tolkien mésaimait cordialement les allégories, mais il crée son univers à partir d'un monde réel, et il s'est donc fatalement, volontairement ou non, consciemment ou non, inspiré du monde qui l'entourait. Il n'a très probablement jamais voulu faire de l'Anduin un équivalent du Danube, mais force est de constater que les ressemblances sont nombreuses et assez troublantes. Donc au final, est-ce qu'il existe un équivalent réel à l'Anduin ? Plus ou moins. Est-ce que c'est une question pertinente pour comprendre l'univers de Tolkien ? Pas du tout. Est-ce que ça m'a permis d'apprendre et de vous apprendre des choses sur un sujet passionnant ? À vous de me le dire.